Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, le FMI et la Banque mondiale ont trouvé leur rival. Elle se présente comme un outil au service du développement de l'Asie. Beaucoup pourtant perçoivent la toute nouvelle Banque asiatique d'investissement comme l'instrument de Pékin pour affirmer sa puissance. Va-t-elle redéfinir les règles de la finance mondiale? On y regarde de près dans un instant. Et puis des décors, des paysages de rêve, nous nous rendrons dans l'archipel portugais des Açores, destination devenue depuis peu abordable grâce aux compagnies aériennes low cost. Mais entre les recettes touristiques et la sauvegarde de la nature, faudra-t-il bientôt choisir? Reportage à ne pas manquer tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. L'actu éco du jour pour commencer. Et avant de revenir sur le cas de la Grèce, on regarde ces indicateurs majeurs qui concernent la zone euro. Ce n'est encore qu'une estimation, mais d'après Eurostat, l'inflation a ralenti le mois dernier, passant de 0,3 à 0,2%. Toujours en cause, le recul des prix de l'énergie. Autre chiffre, il concerne l'emploi. Le taux de chômage reste stable en zone euro à 11,1%. Là encore pour le mois de mai, c'est le niveau le plus faible depuis mars 2012. Meilleure performance pour l'Allemagne, 4,7%. La Grèce, à l'inverse, ferme le classement à près de 26%. Et la France, dans tout cela, eh bien, son taux de chômage atteint 10,3%. Mais ce qui inquiète également, c'est le niveau de la dette publique. Au premier trimestre, elle a encore augmenté, plus 51,6 milliards d'euros pour s'établir à 2089 milliards. C'est un nouveau record et cela représente plus de 97% du PIB. Nette hausse notamment des dépenses de l'État. À titre de comparaison, l'Allemagne vient de voir sa dette passer sous la barre des 75% de son PIB. Et en parlant de dette, on part de l'autre côté de l'Atlantique et on se préoccupe du cas de Porto Rico, la petite île des Caraïbes, territoire non incorporé des États-Unis. Et ses 3,5 millions d'habitants croulent sous une dette insurmontable, 72 milliards de dollars, montant qui a doublé en 10 ans. Et c'est un appel au secours qu'ont lancé les autorités auprès de Washington en demandant le droit de se déclarer en faillite, droit qui n'est pas prévu par la loi pour les États et les territoires. Écoutez la réponse hier de la Maison-Blanche. Personne dans l'administration ou à Washington n'envisage un renflouement fédéral de Porto Rico. Mais nous restons engagés à travailler avec ses dirigeants sur ces importants défis financiers. Un mot aussi de la Tunisie, pays encore sous le choc de l'attentat de Sousse vendredi dernier. La ministre du Tourisme a chiffré hier l'impact de l'attaque sur le secteur à environ 450 millions d'euros pour cette année. Elle a annoncé dans le même temps une série de mesures exceptionnelles en faveur de la filière, notamment des aides financières. Il faut prendre des décisions, sinon il y aura des problèmes sociaux dans le pays. Le tourisme tunisien est là depuis 60 ans. Si ce secteur s'écroule et qu'il n'est pas soutenu, c'est toute l'économie qui s'écroule. Et puis Israël et l'Allemagne célèbrent le 50e anniversaire de leur relation. Une exposition Made in Germany a été organisée à Tel Aviv pour retracer l'histoire, mais aussi pour présenter les produits des deux pays, industrie allemande et innovation israélienne. D'un côté, on a une exposition historique qui parle du développement pas si facile et naturel des produits allemands sur le marché israélien à cause de la Shoah. D'un autre côté, il y a une exposition commerciale avec beaucoup d'entreprises connues qui ont du succès sur le marché israélien. Voilà, et puis sachez que les opérateurs français et israéliens Orange et Partner ont signé un accord qui permettra à Orange de récupérer auprès de Partner l'utilisation de sa marque en Israël d'ici 2 ans maximum. Voilà qui met fin à la polémique entre Orange et Israël. Allez, on se penche sur la Grèce. La Grèce qui sera donc officiellement en fin de soirée en situation de défaut de paiement vis-à-vis du FMI pour un remboursement de 1,6 milliard d'euros. Yanis Varoufakis, le ministre des Finances, a confirmé tout à l'heure qu'Athènes n'honorera pas cette échéance. En parallèle, Bruxelles affirme que la porte reste ouverte pour un compromis. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a d'ailleurs proposé une solution de dernière minute pour débloquer un accord et une aide financière. Et en Grèce, le débat fait rage. Pour ou contre les propositions des créanciers lors du référendum. Devant le Parlement hier, le chef de l'opposition a résumé les enjeux à sa manière. Voulez-vous rester dans l'euro? Votez oui. Voulez-vous sortir de l'euro? Votez non. Voulez-vous des banques ouvertes? Votez oui. Voulez-vous des banques fermées? Votez non. Plus important encore, voulez-vous rester en Europe? Votez oui. Voulez-vous que nous sortions de l'Europe? Votez non. Tout ceci est clair. Tout aussi clair, la détermination des partisans du gouvernement d'Alexis Tsipras. Pas question pour eux de se plier aux conditions de l'UE, de la BCE ou du FMI. C'est ce qu'ils ont redit hier soir dans les rues de la capitale.
Maintenant, il est temps de dire non. Nous refusons d'accepter toutes ces demandes absurdes des créditeurs. Un pays qui risque aussi de sérieuses divisions. Alors qu'en pensent aussi les marchés financiers? Pas mal de plongeons hier, on le disait, sur les grandes bourses à travers le monde. Tendance plus modérée ce mardi. Bonjour Eric Lewin. Quelles sont les principales évolutions à attendre? Oui David, il faut savoir quand même raison garder dans cette crise grecque. D'abord, les marchés financiers ont perdu ce qu'ils avaient gagné la semaine dernière. On était peut-être trop euphoriques. Et puis, certes, on peut noter sur les dettes périphériques une tension, notamment sur les 10 ans espagnols et italiens avec des taux qui se rapprochent des 2,40%. Mais sur l'euro, par exemple, il ne se passe quasiment rien. On est sur des niveaux de 1,1250. C'est-à-dire que pour la monnaie européenne, pour les cambistes, il y aura bien un accord. Alors c'est sûr que le pays sera ce soir en défaut de paiement, mais il peut encore se passer tellement de choses. Imaginons que finalement le référendum se solde par un oui. Tsipras démissionnerait alors, il pourrait y avoir d'autres élections, d'autres discussions. Bref, il n'est pas sûr du tout que la Grèce sorte de la zone euro. De toute façon, si elle sort de la zone euro, ça sera un cataclysme. Comme celui qu'avait vécu il y a quelques années l'Argentine, c'est-à-dire baisse du PIB, hausse de l'inflation, asphyxie de l'économie. Bref, il ne faut absolument pas qu'on soit dans ce cas de figure. Ouais, le grand saut vers l'inconnu en cas d'échec pour la Grèce. Merci beaucoup Eric. Allez, notre premier dossier. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'événement d'hier. 57 pays ont donné naissance à Pékin, à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Elle est destinée à financer les projets de transport, énergie, communication sur le continent. Mais plus qu'une alternative à la Banque mondiale ou FMI, cette nouvelle institution vient bousculer un certain équilibre financier international dont la structure date des années 40 et les fameux accords de Bretton Woods. Johanna Citruc. L'Australie a été le premier pays à paraffer le document. 49 autres l'ont suivi, parmi lesquels la France, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne. C'est ainsi que lundi à Pékin, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures est née. Et à ses 50 membres fondateurs s'ajouteront 7 États supplémentaires d'ici la fin de l'année. La cérémonie de signature est une étape d'importance historique vers la création de la banque et nous sommes heureux de voir ce que nous avons accompli jusqu'à présent. À l'initiative de ce projet, la Chine. Le pays jouera un rôle prédominant dans l'institution avec un peu plus de 30% des parts et 26% des droits de vote. Le deuxième contributeur est l'Inde, suivi de la Russie. À terme, la banque sera dotée d'un capital de 100 milliards de dollars. Le président Xi Jinping a souligné le fait qu'en poursuivant une coopération multilatérale, nous pourrons faire de la banque une nouvelle plateforme mutuellement bénéfique et contribuer positivement au développement des infrastructures en Asie. Mais derrière ces objectifs affichés se cache la volonté de Pékin de concurrencer la Banque asiatique de développement, présidée par des Japonais depuis sa création, il y a près de 50 ans. Et surtout de faire contrepoids à la Banque mondiale dirigée par les Américains. L'installation de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures sera différente de celle de la Banque mondiale, même si elles fournissent des fonctions similaires et des prêts pour les pays qui ont besoin d'argent. Opérationnelle d'ici décembre, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures pourrait donc redessiner les lignes du système financier international. Un cadre établi par les accords de Bretton Woods en 1944. Et un cadre jugé obsolète, notamment pour de nombreux pays dits émergents. On va interroger le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Avec nous depuis Toulouse, professeur certifié hors classe d'économie. Alors d'abord, l'idée, le concept de cette nouvelle banque d'investissement. À l'origine du projet, il y a vraiment une volonté, une détermination chinoise. Oui, c'est ce qu'on a appelé la nouvelle route de la soie, qui est un concept effectivement chinois et qui est un projet concrètement, pour que tout le monde comprenne, un projet pharaonique de désenclaver la Chine par la construction d'un nouvel axe commercial vers l'Afrique et vers l'Europe, et effectivement, qui pourrait donner un changement conséquent dans les données du commerce international. Ouais, d'où le mot infrastructure. Donc cette banque, elle répond aujourd'hui à de vrais besoins financiers et économiques. Il fallait autre chose peut-être que les institutions déjà existantes, on l'a dit. Alors il faut quand même expliquer, ne pas confondre le financier et le commercial déjà. On est quand même dans le règle de l'échange international, de l'échange commerciaux international. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une banque qui va en concurrence du FMI, qui depuis les accords de Bretton Woods de 1944 est devenue cette institution internationale qui a pour but d'assurer le système monétaire international, le SMI, et effectivement de prévenir les crises systémiques.
mais il y a aussi la Banque mondiale qui, elle, a en direction des PED, des pays en développement, pour leur procurer les ressources nécessaires par les pays industrialisés. Alors je voudrais juste dire une chose quand même, qu'on n'oublie pas qu'il existe une banque aussi qu'on appelle la Banque de développement islamique et qui a un rôle non négligeable. Ouais. Sur un plan plus politique, ce FMI ou Banque mondiale Made in China un petit peu matérialise finalement l'avènement de la Chine comme contrepoids numéro 1 des États-Unis. Absolument. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a un appétit d'ogre, car elle a pour but d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, de répondre aux besoins croissants d'infrastructures en Asie du Sud-Est et en Asie centrale, de développer la stratégie de la nouvelle route de la soie, comme je viens de le dire, vers l'Afrique et en passant par le Golfe, et puis surtout, certainement, de ravir la première place à l'Europe en tant que premier commerçant mondial, puisque l'Europe réalisait presque 70% des échanges internationaux. Et tout ça est lié au rôle du yuan. Un mot aussi justement de la monnaie chinoise. Ce projet, c'est aussi une chance pour le yuan. Ça pourrait entériner, d'après vous, la position du yuan comme monnaie internationale de tout premier plan maintenant? Et oui, David, aux États-Unis, on doute que le yuan puisse remplir les critères du FMI, même si des pays du Moyen-Orient et même des alliés des États-Unis soutiennent cette démarche en utilisant déjà le yuan comme une monnaie internationale active. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, pour ces explications. Et cap à présent sur l'archipel des Açores, des lacs, des volcans et une flore exceptionnelle. C'est un petit paradis qui s'offre aux touristes à 1500 km des côtes portugaises. Paradis devenu accessible depuis l'arrivée il y a 3 mois des vols low cost. Résultat immédiat, un tiers de visiteurs en plus, un tiers de plus aussi de chiffre d'affaires pour les hôtels. Mais à l'heure où ces îles misent sur la tendance écolo, certains redoutent une atteinte à cette nature préservée. Regardez ce reportage. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le tourisme des Açores. Depuis mars dernier, les compagnies aériennes low cost sont autorisées à s'y poser et le résultat a été radical. En seulement 2 mois d'activité, 33% de passagers supplémentaires par rapport à l'année dernière sont venus visiter les Açores. Écoute, c'est simple. Jusqu'à présent, il fallait compter 300 € rien que pour l'avion entre Lisbonne et Ponta Delgada. Aujourd'hui, cela nous coûte 300 € pour la totalité du week-end. Grâce à ces tarifs avantageux, on attend plus de 500 000 nouveaux visiteurs par an. Une aubaine pour les touristes, mais un risque potentiel pour le fragile équilibre écologique de ces îles. En termes de gouvernance politique, il faut que l'on arrive à gérer cette nouvelle phase de développement du tourisme. Car ce que nous observons très souvent dans les destinations qui sont confrontées à un tourisme de masse, c'est que les attraits touristiques finissent par se dégrader et à se retrouver menacés. Pour cette seule année aux Açores, ce sont 21 projets d'hôtels et 1800 lits qui attendent une autorisation de construction. L'Eco Beach Resort est le dernier né de ces hôtels. Construit en matériaux écologiques comme le liège ou la pierre de lave, il a ouvert ses portes début juin. Ryanair et EasyJet sont 2 compagnies qui font d'énormes promotions sur la destination des Açores, car elles ont besoin de passagers pour rentabiliser leur trajet. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui communiquent sur les Açores, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Communiquer sur les Açores et sur leur essence même, une destination écologique fantastique au niveau mondial. Avec 35% de recettes hôtelières en plus pour ce début d'année, le tourisme écologique aidera à coup sûr l'économie locale. Mais le défi reste grand de préserver la nature des Açores face au risque du tourisme de masse. Un environnement resté longtemps intact. On va passer au Media Watch. Et la presse qui parle à nouveau ce mardi de Wikileaks. Encore des révélations. On voit ça avec vous, Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour David. Alors l'économie française intéresse visiblement la NSA. Oui, comme l'explique le quotidien Libération, après les écoutes politiques, place à l'espionnage économique. Entre 2004 et 2012, la NSA aurait espionné plusieurs responsables, plusieurs acteurs du secteur, notamment Pierre Moscovici et François Baroin lorsqu'ils étaient à Bercy. De fait, les États-Unis avaient accès aux pratiques commerciales de la France, aux relations entre Paris et les grandes institutions internationales, aux grands contrats dans lesquels le pays était impliqué et à son approche des grands rendez-vous, des grands sommets comme le G8 ou le G20. Mais ce n'est pas tout, l'agence américaine aurait aussi espionné une centaine d'entreprises et particulièrement celles qui sont cotées au CAC 40. L'objectif de tout ça était a priori d'obtenir des renseignements sur les appels d'offres dans lesquels étaient impliquées des entreprises américaines et ainsi d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à
à la France. Pourtant, à la suite de ces révélations, eh bien, les États-Unis se sont exprimés. Ils expliquent que leur but était de comprendre les systèmes et les politiques économiques et de surveiller les activités anormales afin de prendre les bonnes décisions. C'est de bonne guerre entre amis. Et puis on reparle évidemment, Johanna, de la Grèce. C'est Apple qui pourrait peut-être sauver le pays. Oui, Apple pourrait tout simplement racheter la Grèce. L'idée a plusieurs fois été évoquée sous forme de plaisanterie, mais aujourd'hui elle semble refaire surface de façon bien plus sérieuse puisqu'Apple dispose d'une énorme réserve de cash, 194 milliards de dollars. Ça représente quasiment 2/3 de la dette grecque. Mais si on additionne les liquidités détenues par Apple avec celles de Microsoft, de Google, Pfizer et Cisco, on obtient alors 439 milliards de dollars. Athènes aurait donc largement de quoi rembourser ses créanciers et donc retrouver une marge de manœuvre pour relancer son économie. Mais c'est encore de la fiction pour le moment. La Grèce avec une pomme sur le drapeau, pourquoi pas. Merci Johanna et à demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. L'Afrique et l'énergie propre et durable, ce sera entre autres au programme. Et l'info continue. Restez avec nous.